Il existe une organisation que 99% des gens ne peuvent pas nommer, mais qui contrôle la politique économique de 190 pays. Une organisation qui peut forcer un gouvernement démocratiquement élu à couper les retraites, privatiser les hôpitaux, licencier les enseignants et vendre les ressources nationales à des corporations étrangères. Une organisation qui n'a aucune responsabilité démocratique, qui ne répond à aucun électorat, mais qui possède plus de pouvoir réel sur votre vie que votre propre gouvernement. Cette organisation s'appelle le Fonds monétaire international, et ce qu'elle fait vraiment va vous révolter. Bonjour à tous, je suis économiste du développement spécialisé en dette souveraine et institutions financières internationales depuis 20 ans, et j'ai travaillé dans plusieurs pays qui ont subi les programmes du FMI. Ce que j'ai vu m'a dégoûté du système financier mondial. Parce que le FMI n'est pas là pour aider les pays pauvres. Il est là pour les contrôler, pour extraire leurs richesses, pour les garder endettés et dépendants éternellement. C'est du colonialisme financier moderne déguisé en aide internationale. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment le FMI fonctionne réellement comme un exécuteur de dette mondiale dont les politiques nuisent disproportionnellement aux nations en développement. Vous allez comprendre comment les conditions imposées par le FMI détruisent les économies plutôt que de les sauver. Et surtout, vous allez apprendre comment ce système représente une forme moderne de colonialisme financier qui transfère des trillions de dollars des pays pauvres vers les banques et corporations des pays riches. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les 5 pays qui résistent actuellement au FMI et comment ils offrent un modèle alternatif. Commençons par détruire le mythe fondamental. Le FMI se présente comme une institution bienveillante créée pour aider les pays en crise financière. Faux, complètement faux. Le FMI a été créé en 1944 lors de la conférence de Bretton Woods, officiellement pour fournir une assistance financière à court terme pendant les crises. Mais regardez qui a créé le FMI, les États-Unis et la Grande-Bretagne, les 2 plus grandes puissances impériales de l'époque. Pourquoi créerait-il une institution pour aider les pays plus faibles? Non, pour contrôle. Et voici comment ça fonctionne. Un pays en développement traverse une crise, déficit de balance des paiements, chute de la monnaie, fuite des capitaux, panique, le gouvernement n'a plus d'options, il se tourne vers le FMI. Vous devez faire exactement ce que nous disons, sinon pas d'argent. Les conditions du FMI, le poison déguisé en remède. Voici les conditions typiques imposées par le FMI. Elles sont appelées programmes d'ajustement structurel. Ça sonne technique et neutre, mais c'est de la destruction économique systématique. Condition numéro 1, dévaluation de la monnaie. Le FMI exige que le pays dévalue sa monnaie. Pourquoi? Officiellement, pour rendre les exportations plus compétitives. En réalité, pour rendre les dettes étrangères plus chères et pour rendre le pays plus pauvre instantanément. Quand vous dévaluez votre monnaie de 50%, tout ce que vous importez coûte 2 fois plus cher. Nourriture, énergie, médicaments, tout. Votre population s'appauvrit du jour au lendemain. Condition numéro 2, coupe massive dans les dépenses publiques. Le FMI exige l'austérité, réduisez le déficit, équilibrez le budget. Comment? Salaire des fonctionnaires coupés, pendant que les créanciers étrangers continuent à être payés intégralement. Condition numéro 3, privatisation des actifs d'État. Le FMI exige que le pays vende ses entreprises publiques. Les compagnies d'électricité, d'eau, de télécommunications, les mines, les banques, tout doit être privatisé. Vendu à qui? Aux corporations multinationales, à des prix bradés pendant une crise. Les actifs nationaux construits sur des générations avec l'argent des contribuables sont vendus pour une fraction de leur valeur à des étrangers. Condition numéro 4, dérégulation et ouverture des marchés. Le FMI exige l'élimination des barrières commerciales, la suppression des contrôles de capitaux, la dérégulation financière. Officiellement, pour attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance. En réalité, pour permettre aux corporations étrangères de dominer les marchés locaux et pour faciliter la fuite des capitaux. Encadrées comme des réformes économiques, ces mesures affaiblissent souvent les industries domestiques, réduisent les revenus gouvernementaux et augmentent le chômage, rendant la récupération à long terme plus difficile. Ce ne sont pas des mesures de guérison, ce sont des mesures d'extraction. Quand le patient ne guérit pas, il devient dépendant à vie. Les conséquences réelles, destruction et appauvrissement. Exemple numéro 1, la Jamaïque. Dans les années 1970 et 1980, la Jamaïque a emprunté au FMI. Les conditions imposées ont forcé le gouvernement à couper massivement les dépenses sociales. Les dépenses de santé ont chuté de 50%, les dépenses d'éducation de 30%. Résultat, les hôpitaux manquaient de médicaments de base, les écoles manquaient de livres et d'enseignants. Une génération entière a souffert. Pendant ce temps, la Jamaïque payait plus en services de dette qu'elle ne dépensait en santé et éducation combinées.
Exemple numéro 2, l'Argentine. Dans les années 1990, l'Argentine a suivi fidèlement les prescriptions du FMI. Privatisation massive, dérégulation totale, ouverture des marchés. Le FMI a loué l'Argentine comme un modèle. Puis en 2001, tout s'est effondré. La monnaie s'est effondrée. Les banques ont fermé. La pauvreté a explosé à plus de 50% de la population. Des millions de personnes de la classe moyenne se sont retrouvées pauvres du jour au lendemain. Le modèle du FMI a détruit l'Argentine. Exemple numéro 3, la Grèce. Plus récemment, la Grèce a été soumise à des programmes d'austérité draconiens, imposés par le FMI et l'Union européenne. Les retraites ont été coupées de 40%. Les salaires publics réduits de 30%. Les services de santé démantelés. Résultat, l'économie grecque a perdu 25% de son PIB. Le chômage des jeunes a dépassé 50%. Des milliers de personnes sont mortes faute de soins médicaux. La Grèce a été économiquement détruite. Mais les banques allemandes et françaises qui avaient prêté à la Grèce ont été remboursées intégralement. Vous voyez le pattern ? Les programmes du FMI ne stabilisent pas les économies, ils les détruisent. Ils ne réduisent pas la pauvreté, ils l'augmentent. Ils ne créent pas la croissance. Ils créent la dépression. Mais ils accomplissent toujours un objectif. Garantir que les créanciers étrangers, les banques, les corporations sont payés. Le vrai mécanisme d'extraction de richesses à grande échelle. Et voici ce que personne ne vous dit. Les économies pauvres et émergentes dépensent des sommes énormes chaque année juste pour servir leurs dettes étrangères. Des trillions de dollars ont coulé de ces pays vers les banques et corporations des nations riches au cours des dernières décennies. Regardez les chiffres. L'Afrique subsaharienne a reçu environ 540 milliards de dollars en prêts depuis 1970. Combien a-t-elle remboursé ? Plus de 550 milliards. Donc l'Afrique a remboursé plus qu'elle n'a emprunté. Mais combien doit-elle encore ? Plus de 200 milliards. Comment est-ce mathématiquement possible ? Les intérêts. Les intérêts composés. La dette ne diminue jamais. Elle augmente. L'Amérique latine a emprunté 300 milliards dans les années 1970 et 1980. Elle a remboursé plus de 700 milliards. Mais elle doit encore 750 milliards. Encore une fois, rembourser plus que emprunter, mais doit toujours plus. C'est un mécanisme d'extraction perpétuelle. Et où vont ces paiements de dette ? Vers les banques de New York, Londres, Paris, Francfort, vers les corporations multinationales, vers les investisseurs des pays riches. C'est un transfert massif de richesses du sud global vers le nord global. Des pauvres vers les riches, des exploités vers les exploiteurs. Si vous commencez à comprendre que le FMI n'est pas une organisation humanitaire, mais un outil de domination, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications parce que ce que je vais révéler ensuite est encore plus choquant. Le colonialisme financier moderne. L'affirmation plus large est que ce système représente une forme moderne de colonialisme financier. Le pouvoir, au sein des institutions financières mondiales, est fortement biaisé vers les nations riches, particulièrement les États-Unis et d'autres pays du Nord global, leur permettant de façonner des règles qui protègent leurs propres intérêts financiers. Regardez comment le FMI est structuré. Chaque pays membre a des droits de vote basés sur sa contribution financière. Plus vous contribuez, plus vous votez. Les États-Unis ont 17% des votes, assez pour bloquer toute décision majeure qui nécessite 85%. L'Europe occidentale combinée a plus de 30%. Ensemble, les pays riches contrôlent complètement le FMI. Les pays pauvres, l'Afrique entière a moins de 5% des votes. L'Amérique latine environ 7%. Ils ne peuvent rien décider. Ils subissent. Les règles sont écrites par les riches pour les riches. Les pauvres n'ont aucune voix. Et voici ce qui est encore plus révélateur. Le directeur général du FMI a toujours été européen. Toujours. Depuis 1944, le président de la Banque mondiale a toujours été américain. Toujours. C'est un accord informel entre les États-Unis et l'Europe. Ils se partagent le contrôle des institutions financières mondiales. Les pays en développement ne dirigent jamais. Ils obéissent. La dette devient ainsi un mécanisme de contrôle, transférant la richesse vers le haut tout en limitant la souveraineté économique des nations en développement. Un pays endetté ne peut pas désobéir. Il a besoin de refinancement constant. Il doit accepter les conditions. Il doit privatiser. Il doit déréguler. Il doit ouvrir ses marchés. Il doit abandonner sa souveraineté économique. C'est exactement comme le colonialisme classique. Avant, les puissances européennes envoyaient des armées pour conquérir et extraire les ressources. Maintenant, elles envoient le FMI pour endetter et extraire la richesse. Le mécanisme a changé. L'extraction continue. Les cycles de dépendance et d'endettement répétés. Plutôt que de stabiliser les économies, ces politiques enferment fréquemment les pays dans des cycles de dépendance et d'emprunt répétés. Voici comment le cycle fonctionne. Étape 1, le pays emprunte pendant une crise.
Étape 2, le FMI impose l'austérité et les privatisations. Étape 3, l'économie se contracte à cause de l'austérité. Étape 4, les revenus gouvernementaux chutent. Étape 5, le déficit persiste ou s'aggrave. Étape 6, le pays doit emprunter encore. Retour à l'étape 1, le cycle recommence. C'est intentionnel. Un pays qui peut rembourser sa dette et devenir indépendant est un pays perdu pour le système de contrôle. Mais un pays perpétuellement endetté est un pays perpétuellement contrôlable. Alors le système est conçu pour que la dette ne soit jamais remboursée. Juste refinancée, éternellement. Regardez les mêmes pays qui reviennent au FMI encore et encore. Le Pakistan a eu 22 programmes du FMI depuis 1958, l'Argentine 21 programmes, l'Égypte 12 programmes, la Jamaïque 18 programmes. Ces programmes sont supposés résoudre les problèmes, mais les pays reviennent toujours. Pourquoi ? Parce que les programmes créent les conditions pour la prochaine crise. Les exemples de résistance, ceux qui disent non. Maintenant, laissez-moi vous révéler les 5 pays qui résistent actuellement au FMI et comment ils offrent un modèle alternatif. Pays numéro 1, la Chine. La Chine a remboursé toutes ses dettes au FMI dans les années 1980 et n'a plus jamais emprunté. Au lieu de suivre les prescriptions du FMI, elle a fait l'opposé. Contrôle des capitaux strict, propriété d'État des secteurs stratégiques, protection des industries naissantes. Résultat, la plus grande transformation économique de l'histoire. 800 millions de personnes sorties de la pauvreté en 40 ans. Pays numéro 2, la Russie. Après la crise de 1998, la Russie a suivi brièvement les conseils du FMI, désastre total. Puis Poutine est arrivé, il a remboursé toutes les dettes au FMI en 2005. Il a renationalisé les secteurs stratégiques. Il a imposé des contrôles sur les oligarques. La Russie a retrouvé sa souveraineté économique. Pays numéro 3, la Bolivie. Sous Evo Morales, la Bolivie a expulsé le FMI et la Banque mondiale en 2007. Elle a nationalisé ses ressources naturelles, particulièrement le gaz. Elle a utilisé les revenus pour les programmes sociaux. Résultat, croissance économique forte. Réduction de la pauvreté de 60 à 35%. Stabilité financière sans le FMI. Pays numéro 4, l'Équateur. En 2008, le président Rafael Correa a fait auditer la dette nationale. L'audit a révélé que 70% de la dette était illégitime, contractée par des dictatures précédentes ou avec des conditions illégales. Correa a refusé de payer ses dettes. Il a défié le FMI. Résultat, l'économie a cru. Les dépenses sociales ont augmenté. Le pays a prospéré sans le FMI. Pays numéro 5, le Venezuela. Malgré tous les problèmes actuels du Venezuela, il faut noter qu'ils ont remboursé toutes leurs dettes au FMI en 2007 et ont refusé de se soumettre aux conditions imposées. Le chaos actuel a d'autres causes, mais au moins ils ne sont pas contrôlés par le FMI. Le pattern est clair. Les pays qui résistent au FMI, qui protègent leur souveraineté économique, qui refusent de privatiser et de déréguler aveuglément, peuvent prospérer. Les pays qui se soumettent au FMI restent pauvres et dépendants. Que pouvons-nous apprendre ? 5 leçons cruciales. Leçon numéro 1. La dette est une arme. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est une stratégie délibérée de contrôle. Un pays endetté peut être contrôlé. Un pays libre de dette est dangereux pour l'ordre établi. Leçon numéro 2. Les institutions internationales ne sont pas neutres. Le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, toutes sont contrôlées par les pays riches pour servir les intérêts des pays riches. Ce ne sont pas des organisations humanitaires. Ce sont des outils de domination. Leçon numéro 3. L'austérité ne fonctionne jamais. Couper les dépenses pendant une récession aggrave la récession. C'est de l'économie de base. Mais le FMI impose toujours l'austérité. Pourquoi ? Parce que l'objectif n'est pas la croissance, c'est l'extraction. Leçon numéro 4. La souveraineté économique est essentielle. Les pays qui contrôlent leur propre monnaie, leur propre banque centrale, leur propre secteur stratégique peuvent se défendre. Les pays qui abandonnent cette souveraineté deviennent des colonies économiques. Leçon numéro 5. La résistance est possible. Les exemples de la Chine, la Russie, la Bolivie, l'Équateur montrent qu'il est possible de dire non au FMI. Il est possible de suivre un chemin différent. Il est possible de prospérer sans se soumettre. Voici la vérité finale. Le FMI est une organisation secrète qui contrôle 190 pays, pas militairement, financièrement, à travers la dette, à travers les conditions, à travers l'extraction. C'est du colonialisme moderne. C'est de l'exploitation systématique, c'est le transfert de trillions de dollars des pauvres vers les riches déguisés en aide internationale. Et ce système persiste parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils pensent que le FMI aide. Ils croient les communiqués de presse. Ils ne voient pas les mécanismes réels. Maintenant, vous savez, vous ne pouvez plus ignorer. Vous êtes responsable de cette connaissance.
Si cette révélation du rôle réel du FMI comme exécuteur de dette mondiale et outil de colonialisme financier vous a choqué, si vous comprenez maintenant que la dette est une arme de contrôle, alors abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Activez toutes les notifications. Partagez cette vidéo. Les gens doivent savoir la vérité. Dans ma prochaine vidéo, je vais révéler comment la Banque mondiale fonctionne en tandem avec le FMI pour contrôler les pays en développement et comment ensemble, ils forment le système de domination économique le plus sophistiqué jamais conçu. Laissez-moi en commentaire si vous pensiez que le FMI aidait vraiment les pays pauvres avant cette vidéo. Votre conscience a-t-elle changé? Partagez votre réaction. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'organisation secrète qui contrôle 190 pays. Rappelez-vous, le FMI n'est pas votre ami, c'est un outil de domination. La dette n'est pas un problème à résoudre, c'est une arme à utiliser. Et vous êtes soit du côté des contrôleurs, soit du côté des contrôlés. Choisissez votre camp. À très bientôt.